Corinne Lepage, bonjour. Bonjour Alexis. Très heureux de vous recevoir en ce vendredi matin. Vous êtes ancienne ministre, ancienne députée européenne et vous êtes présidente d'un parti, on va dire démocrate au sens français du terme, Oui. le parti CAP 21, qui a une influence d'ailleurs dans le débat public français avec une ligne républicaine et écologique. Alors, je vais vous poser la question que tous les Français se posent en ce moment, quelles que soient d'ailleurs leurs opinions politiques. C'est une question qu'il faut aborder, bien sûr, sur Radio J. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis ce qu'on appelle la survenue de la 3e vague de contamination au Covid-19, l'exécutif mène bien la bataille contre cette pandémie, également au niveau, naturellement, de la vaccination? Cher Alexis Lacroix, d'abord tous mes voeux pour tous ceux qui nous écoutent. Tous nos auditeurs de Radio Voilà, J. et vous-même. Je suis pas toutologue. Je veux dire par là que j'ai pas la science infuse surtout. Et surtout, je m'efforce de ne l'être pas. Bon, ceci étant, je suis, comme tous nos concitoyens, très attentive à ce qui se passe chez nous et à ce qui se passe ailleurs. Et puis, on peut faire des comparaisons. Je pense que la situation est très difficile à gérer. Il n'empêche que je pense que franchement on n'est pas au top. La question des masques a été un ratage total. D'ailleurs, j'étais une des premières à écrire sur le sujet vers le 15 mars en disant que ce serait un scandale d'État. 15 mars 2020. 2020, l'histoire des masques. Et la manière dont on s'y est pris pour les vaccins, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais enfin, manifestement, on a un très gros problème logistique qu'on n'arrive pas à résoudre. Je peux vous donner un exemple qui est personnel. Mon mari, qui a le droit au vaccin, a essayé entre 8h et 11h du matin de se mettre sur Santé France. C'est absolument impossible. Alors, voilà. Je vous propose qu'on décompose, justement, parce que c'est vrai que on est dans une atmosphère publique qui est une atmosphère de procès permanent, de procès des exécutifs politiques. Entre nous, c'est plus facile à faire, c'est plus facile à dire. C'est pour ça que j'ai été prudente dès le départ, en reconnaissant la très grande difficulté de l'exercice. Voilà, et on peut penser aussi d'ailleurs que cet exécutif veut sincèrement faire le mieux possible. Mais si on récapitule, vous avez le sentiment qu'il y a eu, au fond, depuis quelques mois, une sous-estimation des capacités de reprise épidémique. Parce qu'au fond, le problème est d'abord sanitaire, il n'est pas politique. Est-ce que vous pensez que les experts qui entourent le président de la République, les ministres de la Santé successifs, ont sous-estimé les capacités de reprise épidémique, Corinne Lepage? Non, je ne pense pas qu'ils les aient sous-estimés. Je pense qu'on n'a pas été bon dans la prévention. Qu'on continue probablement à ne l'être pas parce qu'il n'y a pas que les gestes barrières. Par exemple, de prendre de la vitamine C, de la vitamine D, du zinc, c'est un truc très simple qui a aucun effet secondaire que tout le monde devrait faire parce que c'est bon pour la santé et c'est un côté préventif. Je suis très sensible aux cris lancés par un certain nombre de médecins sur le fait qu'ils ne peuvent pas soigner parce qu'on ne les autorise pas à soigner. Ils ne peuvent pas soigner, vous voulez dire, les formes du Covid-19? Oui, absolument. Vous avez les gestes barrières, donc vous avez testé, isolé, je sais plus le troisième, mais peu importe, mais vous n'avez pas soigné. Et le fait que les médecins n'aient pas le droit de prescrire librement, le fait qu'ils n'aient plus le droit de s'exprimer publiquement quasiment depuis le mois de décembre 2020, tout ça, je trouve que c'est tout à fait regrettable. Il fallait quand même que le ministère de la Santé mette les points sur les i sur l'inefficience du traitement à l'hydroxychloroquine qu'ont vanté certains. Oui, peut-être, sans doute, j'en sais rien, mais que, par exemple, on ait vanté certains médicaments, alors ça c'est en termes de... dont on a acheté des quantités absolument énormes, en France et en Europe, et dont on sait maintenant qu'il est totalement toxique, donc on ne l'utilisera pas, qui est probablement beaucoup plus embêtant que l'hydrochloroquine. Moi, je me pose des questions, si vous voulez. Je dis pas que l'hydrochloroquine c'est bien, je suis pas médecin, j'en sais rien. Mais je trouve que tout ça a été écarté quand même très vite. Les analyses n'ont jamais été faites jusqu'au bout. Discovery n'est pas allé jusqu'au bout. Voilà. Et il y a des pays qui ont des attitudes sanitaires différentes de la nôtre. Alors, en ce qui concerne Discovery, qui était donc le programme de recherche sur les traitements du Covid-19 au printemps dernier, qui est un programme européen, international, qui a complètement foiré à l'échelle de l'Union européenne. Si, comme vous le dites, il a foiré, c'est pas tellement la faute de l'exécutif français. C'est qu'il y a eu un certain nombre de financements d'autres pays que la France qui ont été retirés. Les financements n'y ont pas été, mais
ce que je veux dire par là, c'est que les études qui devaient être faites, notamment sur l'hydrochloroquine, n'ont pas été jusqu'à son terme. Et donc, la condamnation sans appel de l'hydrochloroquine, y compris le passage dans le Lancet, où il y a eu un article qui était une fake news caractérisée, tout ça m'interpelle comme citoyenne, tout simplement, et comme personne engagée. Je ne sais pas, je pense qu'on est en face de quelque chose, en fait, qu'on ne maîtrise même pas très bien. Aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr que c'est un virus qui est uniquement d'origine naturelle ou pas? On ne sait pas. Et je trouve qu'on n'en parle plus beaucoup, d'ailleurs, au passage, même si l'OMS est arrivé à aller en Chine il n'y a pas très longtemps. Donc, je pense qu'on est en face de quelque chose de très nouveau, qui probablement va durer. Là, on nous annonce qu'il y aura des mesures d'urgence sanitaire jusqu'en décembre 2021, c'est-à-dire qu'on va passer toute l'année 2021, pas forcément confiné, mais en tout cas dans une vie... À devoir faire attention aux contaminations. Normal. Voilà, oui, Corinne Lepage. Ça, je suis tout à fait clair. Ouais. Voilà, donc la critique est aisée, l'arrêt difficile, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous le savez d'autant mieux que vous avez été vous-même ministre, voilà. Dans un portefeuille pas si facile d'ailleurs, qui était l'écologie et l'environnement. Alors, justement, encore une question, disons, sur cette crise sanitaire qui dure et qui perdure. Bon, il y a la question de la vaccination, vous avez répondu, c'est-à-dire que un certain nombre de Français qui s'énervent contre ce qu'ils perçoivent comme les lenteurs du processus vaccinal, ça s'explique au fond plus qu'on ne l'imagine, même si la France n'est pas bien classée parmi les pays démocratiques dans le processus de vaccination. Ceci est évident. On est franchement pas bon. À l'heure qu'il est, voilà. Mais est-ce que vous avez plus largement le sentiment, sans vouloir vous faire jouer le rôle de tautologue, je vous rassure, Corinne Lepage, ce matin à Affaires publiques, que on a pris totalement la mesure aussi des inconnus que constitue ce fameux variant britannique qui est en train de s'installer dans le territoire français? Je n'en suis pas certaine. Et puis, il n'y a pas que le britannique. Il y a le sud-africain qui m'apparaît encore beaucoup plus embêtant. Qui n'est pas encore tout à fait installé en France. Non, on en a très peu, mais on a 3-4 cas. Mais je vous rappelle qu'à Noël, on avait 3 cas britanniques. Et il y a un truc encore brésilien-japonais qui n'a pas l'air très sympathique. Alors, si j'ai bien compris, le problème de l'anglais, c'est qu'il colle à la cellule 4 fois plus que l'initiale. Oui, absolument. Le sud-africain, ce serait de l'ordre de 100 fois plus ou quelque chose comme ça. Donc c'est sans mesure. Voilà. Est-ce que nos masques, nos gentils petits masques et nos gestes barrières vont suffire? Écoutez, j'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas. Mais il y a aussi il y a 2 aspects quand même à prendre en considération qui sont très importants, économiques et psychologiques. Alors allez-y. Parce que moi, je suis quand même très frappée de la souffrance des gens, et en particulier des jeunes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en considération. On ne peut pas avoir une gestion, je le dis d'autant plus vu l'âge que j'ai, qui favoriserait trop les aînés au détriment des jeunes. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, vous voulez dire qu'il faudrait assouplir les mesures de barrières pour les jeunes? De toute façon, ils se les assouplissent tout seuls, si j'ose dire. Ce qui est un problème. Ce qui est un problème, mais qu'on peut comprendre aussi. Même si c'est pas bien et même si je le recommande pas. Moi, je souffre pour eux, si vous voulez. Parce que d'avoir 18 ou 20 ans aujourd'hui, franchement, c'est terrible. Alors, on va pas rester que sur la gestion de la crise sanitaire, parce que vous nous faites le bonheur d'être là, et on est toujours très heureux de vous accueillir à Radio J. Un mot encore, on va dire, sur la signification, on va dire, plus métapolitique, si vous voulez, de cette crise du corona qui marque le monde entier depuis presque un an maintenant. Est-ce qu'elle révèle 2 choses? 1, la fragilité du progrès, on va dire technique, face à l'intrusion ou au retour de la nature, et 2, qui aurait au fond, comme certains le suggèrent, une crise écologique globale qui favorise la survenue de ce type de pandémie jusqu'à maintenant, soyons précis mais prudents, jusqu'à maintenant difficilement maîtrisable. Moi, je pense qu'on est dans une crise écologique majeure, je le dis d'ailleurs depuis des années. Bon, on l'attendait pas forcément là. La détérioration de la situation climatique est une évidence. Nous, en France, on est presque à plus 2 degrés. En tout cas, l'année 2020, c'est plus 2 degrés par rapport à ce qu'on vivait il y a 30 ans. Donc, ça a des conséquences sur les milieux, ça a des conséquences sur les êtres vivants, y compris sur nous-mêmes. Bien sûr. C'est une évidence. Bien sûr. S'y ajoute bien sûr la crise de la biodiversité. Alors, je ne sais pas si pangolin ou pas pangolin, j'en sais rien. Alors, le lien que certains écologues, spécialistes de la nature établissent entre la destruction, la déforestation dans certaines zones subtropicales et la survenue de pandémies comme celle, éventuellement, du Covid-19, il vous paraît un lien valide sur le plan scientifique, ou c'est une extrapolation? Non, je pense que c'est valide parce que les espèces sauvages sont maintenant mélangées avec les autres espèces animales, donc la multiplication des pathologies animales
qui font que il y a des passages à l'homme. On a notre cochonnerie de Covid, mais je vous signale quand même qu'on a une grippe aviaire qui est quand même considérable actuellement. Je dis pas qu'il y a un lien immédiat entre l'un et l'autre, mais on est dans le même style de problème qu'on n'a pas du tout pensé comme ça. Et moi, je suis quand même assez optimiste parce que je pense que tout ça, on va s'en sortir. Mais on ne s'en sortira qu'avec une transformation profonde de notre modèle. C'était votre livre d'il y a un an, donc maintenant, mais vous l'avez republié récemment sur vos pages Facebook et Twitter à juste titre. 2007. Eh ben, autrement, c'est 2007. Autant pour moi, toutes mes excuses. C'est pour ça que je l'ai republié. Toutes mes excuses, vraiment Mechila, comme on dit. Donc il est d'une pleine actualité, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, justement, face à cette crise? Qu'est-ce que ça veut dire vivre autrement? Je vais vous dire, cher Alexis, c'est ce que nous faisons. On vit autrement actuellement. Je dis pas que c'est rigolo, mais enfin on le fait. Vivre autrement, ça veut dire penser sa nourriture autrement, mais beaucoup de gens le font déjà, en regardant ce qu'ils achètent tout simplement. Habiter autrement, la rénovation des bâtiments, la transformation des bâtiments, l'économie circulaire, c'est habiter autrement. Se déplacer autrement. Produire autrement, avoir des rapports de gouvernance différents, on tâtonne, on ne sait pas très bien. Plus démocratique. Oui, bien sûr, mais avec une démocratie qui est adaptée aux problèmes d'aujourd'hui. Alors vous avez été de celles, les centristes, les écologistes, les sociodémocrates modérés, mais qui ont rallié les radicaux, au fond, cette famille radicale qui continue à exister en France et qui est évidemment transfrontière, transparti. Vous avez été de ceux qui ont rallié Emmanuel Macron, justement, contre le scénario d'une élection qui eût été une catastrophe du national-populisme le péniste. Est-ce que 3 ans après, pour vous, le compte y est, justement, dans cette présidence et dans cet exécutif plus largement? Moi, j'étais une des premières à prendre mes distances dès octobre 2017. Et pourquoi? Avec le président Macron. Et pourquoi? Parce que pas seulement pour des questions écologiques, pour la fausse exemplarité. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il nous a vendu de l'exemplarité en politique, et je suis désolée de dire que le compte n'est absolument pas de ce côté-là, j'entrerai pas dans les détails, mais les exemples sont patents. Et deuxièmement, surtout pour le manque de démocratie. La campagne, elle s'est faite sur « reprenez votre destin en main », c'est-à-dire on a vendu aux gens, on leur a présenté un modèle dans lequel ils allaient pouvoir agir. Et en fait, on a un système qui n'a jamais été aussi centralisé que celui que nous avons aujourd'hui. Et donc, je considère que c'était pas du tout l'objet. On est dans une dérive constitutionnelle qui me paraît quand même assez sérieuse. Les parlements servent à rien du tout actuellement. Je suis désolée pour mes amis parlementaires, mais à quoi sert-il? Et même le Conseil des ministres est plus ou moins supplanté par un conseil scientifique qui n'a rien de démocratique. Actuellement, oui, et par un conseil de défense. Alors, vous autorisez qu'on décompose pour nos auditeurs ce matin à Radio J. C'est un plaisir de vous avoir, Corinne Lepage, présidente du CAP 21, Parti démocrate. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que Emmanuel Macron, quand il est arrivé au fond à l'Élysée, a pris la mesure en quelque sorte du fait qu'en France, si on veut que ça bouge, faut être un peu bonapartiste, faut être un peu jacobin. Et donc c'est vrai qu'il a joué une centralisation extrême du pouvoir. C'était d'ailleurs l'époque où il avait décidé de plus trop voir les journalistes politiques qui interfèrent, enfin, à ses yeux, qui interféraient dans sa pratique du pouvoir. Et finalement, au fil des années, il s'est rendu compte qu'il fallait quand même remettre dans la boucle les grands élus locaux, etc., refaire un peu de décentralisation. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi, quand même, si on veut lui rendre justice, une rectification de trajectoire par rapport au bonapartisme inaugural? Alors oui, il y a une rectification, mais je dirais que les Gilets jaunes sont passés par là quand même. C'était inévitable. Signal d'alarme. Attendez. Reçu 5 sur 5 par le président. On n'a quand même jamais eu un pays dans une telle hystérisation. On n'est pas des gens faciles, nous les Français, ça c'est vrai. Enfin, l'hystérisation, elle vient pas du président. Non, mais la réponse sociétale a été hystérisée. Parce que le comportement du président, alors qu'au départ il y avait une espèce d'attente très importante, par les petits mots, par les petites phrases, par une attitude de morgue quelque part, de interprété à tort ou à raison comme du mépris, n'est pas du tout passé. Et la réforme des retraites, moi je serais très étonnée qu'elle aille au bout du quinquennat. Donc qu'est-ce qui restera? Effectivement le droit du travail, ça a été fait, une partie de la réforme fiscale.
Et je pense qu'on en restera là. Je vois pas très bien ce qui va pouvoir se faire de très sérieux. Alors, vous évoquez les libertés publiques, oui. Vous évoquez cette espèce de vie du pluralisme démocratique dans la société française. Votre analyse, donc Corinne Lepage, on l'a bien comprise à Radio J, c'est que vous considérez que le macronisme a étouffé cette diversité, ce pluralisme vivant de la démocratie française. Alors, c'est quoi l'alternative pour vous? C'est un candidat de centre-droit qui redonnerait du pluralisme? Je pense qu'avant de parler de candidat, il faut savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on veut faire. Parce que vouloir, c'est une chose, pouvoir, c'est une autre paire de manches. Évidemment. Donc, on va se retrouver quand même dans une situation économique et sociale catastrophique en 2022. Encore une fois, l'exécutif n'y est pas pour grand-chose. Hein. Je dis pas qu'il est tout responsable de tout ça. C'est une réalité. On va avoir une dette publique qui a complètement explosé les compteurs. Un nombre de chômeurs considérable. Ça va être la position de départ. Donc, à partir de là, on fait quoi dans cette transformation? Comment est-ce qu'on traduit, par exemple, le New Deal européen en New Deal à la française? Pour moi, c'est un des grands sujets de la campagne de 2022. Comment est-ce qu'on remet en place une démocratie qui réponde aux aspirations de nos concitoyens? Comment est-ce qu'on remet en place un train de décentralisation, notamment à partir de l'énergie? Voilà. Tout ça, c'est des sujets, à mon sens, qui doivent être à la base de la campagne. Et puis ensuite, on va voir qui va s'en saisir et comment. Alors, le président de la République, vous l'avez senti, prépare son entrée en campagne, commence à préparer son entrée en campagne. Il y a eu des signes envoyés ici et là. Signes contradictoires, mais en même temps, c'est le en même temps. Oui. Amitié visible avec Olivier Faure lors des obsèques de Daniel Mitterrand à Jarnac. Mais aussi lien tissé avec la droite buissonnienne ou post-buissonnienne, avec ce déjeuner improvisé par un conseiller médiatique du président avec Marion Maréchal. D'après vous, ça va être quoi sa campagne sur le plan, j'allais dire, doctrinal? Moi, je trouve qu'il n'y a plus tellement d'en même temps, hein, très franchement. C'est-à-dire je trouve qu'il y a eu un virage conservateur quand même tout à fait considérable. Tout à fait considérable. Voilà. Il se trompe sur l'analyse de la société française, c'est-à-dire il croit qu'elle est beaucoup plus à droite qu'elle n'est réellement. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison que la société. Je pense que la société française a bougé beaucoup vers la droite. Et moi, ce qui me paraît utile, c'est que un rassemblement autour du centre-gauche, du centre-gauche, des radicaux, et de toute une série de gens qui pensent un peu la même chose autour de cette zone-là, qui n'intègre évidemment pas l'extrême gauche, qui n'intègre pas les filles et toute cette mouvance-là, est quelque chose qu'il faut absolument pousser. Alors, ce que vous dites est fondamental. Là, on n'est pas que dans les questions politiciennes, hein, mais on essaye de comprendre ce qui se passe sur le fond, hein, dans les sédiments de fond de la société française. Il y a une droitisation, donc vous validez de ce point de vue-là l'analyse des stratèges de Nicolas Sarkozy ou ou aujourd'hui du général de Villiers. Ça me réjouit pas, mais c'est un état de fait. Vous le constatez. Mais par ailleurs, vous dites, il y a aussi un espace pour ce qu'on a longtemps appelé la social-démocratie. On va dire une forme de radicalisme progressiste qui n'a pas aujourd'hui de représentants ou de représentantes. Et cet espace, pour l'instant, n'est pas occupé, puisqu'on a un parti socialiste qui est quand même en déflation, même s'il n'a pas totalement disparu, contrairement à ce qu'on prédisait. Et vous prétendez, mais c'est votre analyse, elle est passionnante, que le macronisme n'occupe plus non plus cet espace. Non. Voilà. Moi, je vois dans les gens qui ont pu soutenir Emmanuel Macron, qui sont comme moi, hein, des gens plutôt modérés. Des progressistes européens. Voilà. Très franchement, il y en a pas beaucoup qui ont envie de le soutenir. Et alors, vous pensez qu'un certain nombre de ces ministres, je ne sais pas, Marlène Schiappa, par exemple, se sont prisonnières aujourd'hui d'une majorité qui ne correspond pas à ses idées de départ? Je ne la connais pas suffisamment pour le dire, mais je pense que quelqu'un comme Monsieur Le Drian ne doit pas être à l'aise tous les jours. Parce qu'il est très proche de votre sensibilité. C'est un homme de gauche quand même. Alors, comment justement, d'après vous, puisque là on est aussi dans une émission de réflexion sur la chose politique, comment faire renaître, indépendamment des hommes et des femmes, mais comment faire renaître ce courant de pensée? C'est vrai qu'on peut le rappeler à nos auditeurs sur Radio J, vous le savez mieux que quiconque, mais au fond, il y a toujours eu une France du granit, comme disait André Siegfried, il y a le politologue André Siegfried, il y a la France du granit, qui vote plutôt à droite, qui est plutôt catholique, qui est plutôt nationaliste, même modéré, mais qui est plutôt de ce côté-là. Et puis, il y a une France qui était la France du calcaire, qui était plutôt la France radicale et qui, disons, traditionnellement représente la gauche modérée. Et donc, cette gauche modérée, comment la faire renaître?
Et je pense qu'il faut que, de toute façon, nous avons tous à nous réinventer, la droite comme la gauche, et comme les macronistes d'ailleurs. Tout simplement parce qu'on est dans un monde qui est en transformation aussi profonde qu'on ne peut pas faire autrement. C'est pour ça que je pense, personnellement, d'abord qu'on ne peut pas sortir de l'Europe et de la renaissance européenne. Ça, pour le coup, ni la droite modérée que nous évoquons, qui va jusqu'à Pierre de Villiers en quelque sorte, ni les macroniens ne proposent une sortie de l'Europe. Non, aucun d'entre eux. Je parle pas de sortie au sens le péniste du terme. Je veux dire par là, disons, une reprise de plus d'indépendance à l'égard de l'Europe, etc. Je pense que ni notre état économique, social et politique, ni la géopolitique actuelle avec le poids de la Chine ne me permettent de jouer à ce jeu-là. Bon, si on a envie de compter encore un tout petit peu et d'avoir un projet de développement... Il faut qu'on s'affirme comme puissance transnationale, il faut qu'on s'affirme comme puissance transnationale, intégrée, fédérale éventuellement, face aux nouveaux empires qui émergent, de la Turquie à la Chine. Ce qui ne veut pas dire que on perde notre identité nationale, ce qui ne veut pas dire qu'on perd notre manière de vivre, notre manière d'être, etc. Mais sur ces sujets-là, et moi je me réjouis quand même de la renaissance de la Commission européenne. On a une présidente qui tient la route, on a des projets, on a un excellent commissaire français. Excellent. La position face au GAFA, par exemple, me paraît quelque chose de très important. Oui, tout à fait. Qu'il a affirmé. Oui. Donc voilà, je pense que c'est dans cette ligne-là qu'il faut essayer de Alors, on peut travailler. rester, on aurait 3-4 minutes parce que ça, c'est important. Aujourd'hui, donc, de nombreux Français, de diverses sensibilités politiques, ont le sentiment, fondé ou pas, mais ça, vous allez nous le dire, Corinne Lepage, que dans le débat public, en général, au fond, il y a des doxas qui s'imposent, des opinions admises, et que on peut pas, au fond, s'en écarter véritablement. Est-ce qu'il y a, selon vous, un lien entre cette perception d'un débat en quelque sorte refermé, voire impossible, et la puissance très importante qui évidemment rétroagit sur les grands organismes de presse et de médias en France, de ces fameux GAFA? Oui, je pense que ça rejoint un problème majeur qui est celui de la confiance, votre question, cher Alexis. Ça rejoint la question de la confiance. Alors là, c'est pas la confiance envers les politiques, non, c'est plutôt bien. La confiance envers les journalistes oui, et les médiateurs. Et de ce qui est dit, le rapport à la raison, le rapport à la connaissance, le rejet des élites entraîne un rejet de la raison et des connaissances qui sont attribuées aux élites. Et ça, c'est extrêmement grave. Que vous ayez 10% de Français ou 12% qui soient platistes, c'est-à-dire qui croient que la Terre est plate. Oui. Je parle même pas des complotistes parce que on peut discuter, mais la Terre est plate. Comment on peut soutenir une ânerie pareille? Je sais pas. Vous voulez dire qu'il n'y a plus d'évidence ou de monde commun? C'est très difficile. Il y a plus de convictions communes à partir desquelles on puisse débattre. Voilà. Et je pense que le point de départ de tout ça, c'est de se remettre d'accord sur des bases. Après ça, on peut construire. L'éducation nationale dépend aussi de ça. Je dirais que beaucoup de nos problèmes dépendent de ça. Alors c'est passionnant, Corinne Lepage, vous êtes venue à Radio J, mais quand même c'est de mon devoir de vous pousser dans vos retranchements pour cette dernière ou avant-dernière question. Il y a un lien avec les GAFAM ou pas? Je veux dire, la puissance de feu aujourd'hui des GAFA qui sont quand même aussi à l'origine. Je pense que oui. Qui sont quand même à l'origine de décisions dont on comprend bien sûr dont on comprend le sens. Je pense à la décision de Trump. Ouais. De débrancher le compte Twitter d'un président des États-Unis, c'est quelque chose d'absolument inédit. D'absolument inédit. Quoi qu'on pense par ailleurs de ce président. Oui. C'est-à-dire que si on avait une règle qui dit et on n'a pas le droit sur les réseaux sociaux d'inciter au meurtre, d'inciter à la violence, d'inciter à la destruction. Là, on aurait quand ça se passe, on ferme le compte du gars qui l'a fait. Ça, à la limite, on aurait pu dire, on est dans ce cas-là. Dans ces cas-là, vous avez un certain nombre de dictateurs sur la planète, à commencer par Ali Khamenei en Iran, qui devraient subir ce sort-là. Mais oui, mais on est d'accord. Mais je suis d'accord. Voilà. Mais voilà. Et ils ne le subissent pas. Non. Bon, et pourquoi? Donc, parce que on n'ose pas, parce qu'il y a des affaires en Iran, parce que ceci et parce que cela et parce que Trump part dans 15 jours, donc maintenant tout le monde s'en fout un peu. On considère qu'il est affaibli. Voilà. Mais je pense que ça pose une question générale sur l'anonymat dans les réseaux sociaux. Moi, j'y suis tout à fait opposé. Chacun doit prendre ses responsabilités. Je suis contre l'anonymat dans les réseaux sociaux. Sur la manière dont on réprime, mais de manière planétaire, puisqu'ils ont une capacité planétaire. D'intervention planétaire. D'intervention planétaire quand on réprime les gens qui effectivement appellent au meurtre sans que ce soit de la censure de l'opinion. C'est dans l'action. Quand vous incitez des gens à tuer, à détruire,
à ce moment-là, vous devez pouvoir avoir un compte. Il y a une question que je qui est vous ai pas fermé. posée, mais elle se pose, bien sûr, parce que c'est le fil rouge de notre discussion ce matin sur Radio J, Corinne Lepage. Est-ce qu'il faut remettre quelque part des frontières, voire des limites à l'action de certaines multinationales? Est-ce que c'est une des leçons aussi de la crise sanitaire et civique que nous traversons? Je pense qu'en l'État, on n'est pas capable de le faire. Donc ça passe d'abord, je pense, par des réflexions. Alors j'ai employé un mot qui va choquer, mais bon, tant pis. C'est la loi anti-concentration. Alors là, vous parlez de la sphère médiatique. Oui, mais sur les multinationales, c'est ça, en réalité. Parce qu'elles sont devenues plus puissantes que les États, que beaucoup d'États. Bon, absolument. Ça, c'est les conséquences de la mondialisation heureuse, entre guillemets. Oui. Bon, du paradigme néolibéral, comme on dit. C'est ça. Donc, il faut commencer par s'attaquer à ça, je pense, à revenir à des entités qui ont un poids moins grand. Quand elles auront un poids moins grand, les États pourront probablement peser sur elles et intervenir. Oui. Et puis vous soutenez l'action de la France, de Le Maire et de notre commissaire européen sur les GAFA pour les obliger à fiscaliser leurs activités. C'est le minimum. Attendez. Bien sûr. Merci beaucoup d'être venu à Radio J. Vous reviendrez parce qu'il y a beaucoup de choses à échanger. Je viendrai avec plaisir. Je vous inviterai, bien sûr. Nous vous inviterons. Merci d'être passé par Radio J, Corinne Lepage. À très bientôt. Et si je peux me permettre, avec quelques heures d'avance, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.